Et toujours dans le domaine des révoltes matriarcales, voyons maintenant une autre anecdote intéressante avec la révolte de la déesse Héra. Ainsi, Héra rassembla l'ensemble des divinités matriarcales, soit les reines, avec Poséidon et Apollon, pour capturer Zeus et l'attacher. Et de ce fait, on retrouve bien la cérémonie matriarcale de capture du prince consort, avec son meurtre sacrificiel et le rituel de découpage. Mais Zeus est alors parvenu à s'échapper, et il se vengea alors en commençant par châtier Poséidon en l'envoyant au fond des mers, tandis que Déméter devint une de ses maîtresses. Par contre, Héra fut cloîtrée au fond du Gynécée, et elle fut transformée en une épouse patriarcale fidèle, déesse du mariage. Enfin, on arriva à une étape où les deux civilisations ont coopéré et se sont réunies. Le mélange s'est alors homogénéisé pour donner la nation grecque. Le premier exemple d'association nous est donné par la Néréide Thétis, la mère d'Achille. On rappelle que c'est elle qui va délivrer Zeus attaché. Elle utilise alors le nommé Briarée aux 50 bras pour défaire les cordes. Mais, au-delà de cette anecdote bizarre, on peut interpréter son action. En effet, 50 bras donnent 25 personnes, soit l'équipage moyen d'un navire de l'époque. Or, initialement, les Achéens venant du continent étaient des ploucs. Et quand ils ont découvert pour la première fois les navires manœuvrés avec des cordages, ils l'ont imaginé en monstre marin avec beaucoup de bras. D'où l'invention fantasmée du nommé Briarée. Mais, comme Thétis est une déesse de la mer, on comprend mieux alors que Zeus reçut l'aide d'un groupe de marins matriarcaux pour s'échapper. Et ce fut la première reine matriarcale qui se maria avec un chef patriarcal, soit le roi Pélée avec lequel elle eut un fils Achille. Considérons maintenant Apollon, le dieu de la beauté, qui peut se révéler complexe à déterminer. Il a pour animaux symboles le dauphin et le cygne, et comme emblèmes floraux, l'olivier et le palmier. Il a donc pour première facette celui d'un dieu matriarcal maritime, et il s'installe à Delphes sous le parrainage du dauphin. Il est surnommé Myoktonos, soit le tueur de rats, ce qui l'apparente à Athéna avec l'introduction de l'olivier et donc de la chouette. Seconde facette d'Apollon, le cygne montre qu'il a aussi des liens avec le matriarcat danubien, car il symbolise l'oiseau migrateur qui annonce le changement de saison. Troisième aspect de ce dieu de lumière, il reprend peu à peu les traits d'Hélios le soleil et va alors conduire le char de l'astre du jour, ce qui montre les bonnes relations avec les envahisseurs conducteurs de chars qui l'ont finalement adopté. Enfin, en grattant encore plus, on découvre qu'Apollon révèle une multitude de personnalités, ce qui confirme que la beauté produit toujours un effet magnétique rassembleur. Mais d'autres dieux matriarcaux aussi se sont intégrés à la civilisation du cheval.
Ainsi, Poséidon a hérité de cette technologie grâce aux poètes qui ont assimilé la charge des chevaux de guerre au rouleau des vagues de la mer. De même, pour Déméter, dont la chevelure originellement comparée au champ de blé devint alors assimilée à la crinière du cheval. Et venons-en enfin à l'anecdote mystérieuse de la naissance d'Athéna. On rappelle donc que selon la légende, Zeus souffrait d'un mal de tête et ce fut Hermès qui alla chercher Héphaïstos pour lui ouvrir le crâne d'où sortit Athéna toute armée. Mais cette anecdote peut très bien s'expliquer. En effet, Hermès et Héphaïstos forment un duo complémentaire. En fait, dans la structure sociale trifonctionnelle qui se dessine, ils occupent les postes de l'artisanat et du commerce à côté des producteurs agricoles. En somme, Héphaïstos produit et Hermès vend. L'âne est l'animal symbole d'Héphaïstos et signale donc sa position dans la hiérarchie sociale. De plus, il est réputé nain et difforme et produit des richesses en travaillant dans une caverne. De son côté, Hermès possède plusieurs animaux totems. Il y a la tortue qui lui sert à fabriquer des lyres. Il y a également le lièvre, symbole de la liberté nomade et de la rapidité, mais aussi de l'homosexualité. Et il y a le coq, caractérisant celui qui éveille et qui, à côté du pan aristocratique, représente le prestige du pauvre. Dieu du commerce, il est surtout représentatif de la fonction de colporteur ou marchand itinérant entre villages. Il en a d'ailleurs le profil caractéristique comme voleur de poules. Par conséquent, il diffuse les messages et transmet les nouvelles. Par là même, il est à l'origine des contes populaires, comme le lièvre et la tortue, ces animaux totems. Et comme il commençait à voyager au printemps, le christianisme a repris ces légendes en associant Pâques avec le coq, l'œuf et le lièvre. Mais, quoi qu'il en soit, les deux compères sont aussi liés à la médecine. On peut alors supposer qu'un chef achéen a été blessé à la tête lors d'un combat et qu'il en souffrait. Comme la médecine était plus développée chez les matriarcaux, ce chef guerrier a dû se faire soigner et opérer en Attique par trépanation. Il arriva qu'il fut guéri et qu'une alliance fut conclue entre les guerriers patriarcaux et l'aristocratie matriarcale de l'Attique. Athéna devint alors une vierge guerrière et les colporteurs se chargèrent de raconter qu'elle fut sortie du crâne de Zeus. Et pour résumer, la longue concurrence avec la Mégaride voisine, détentrice de la tradition céréalière classique et du culte du serpent, passa ainsi au profit de l'Attique commerçante, qui bénéficia également de la richesse des mines d'argent du Laurion, extraites par des esclaves, en plus du secours des guerriers équestres. Et de cette histoire, les colporteurs purent créer un joli conte où une méchante sorcière devint jalouse d'une belle jeune fille. Mais celle-ci fut alors sauvée par des nains travaillant à la mine et par un prince cavalier qui tua le serpent dragon.
Et terminons enfin cette revue des dieux olympiens avec l'énigmatique Artémis. Sœur du dieu Apollon, Artémis est la déesse la plus complexe au niveau des origines. D'un côté, elle apparaît patriarcale, dans le sens qu'elle est une déesse vierge vivant en dehors de la cité, tout en conduisant un char tiré par des cerfs. De l'autre, l'aspect matriarcal ressurgit, car elle utilise l'arc comme Apollon. De plus, lorsque le chasseur Actéon la voit se baigner nu, elle le transforme en cerf et le fait déchiqueter par ses chiens. Artémis endosse alors le rôle de la déesse matriarcale du sacrifice, comme l'indienne Kali. Et notons qu'au moment de la bataille de Marathon, les Athéniens invoquèrent curieusement la déesse Artémis pour les protéger, et non pas Athéna, la protectrice de leur cité. Et cette anecdote révèle le caractère profondément ancien de cette déesse de la chasse et du monde sauvage, nettement antérieure à la civilisation agraire. Et rappelons que le culte d'Artémis s'est développé par la suite à Éphèse en Ionie sous le nom de la déesse Cybèle. Le côté sauvage et sacrificiel de la déesse se retrouve alors dans le fait que ses adeptes se castraient, d'où les formes de testicules groupés sur ses statues. Et comme, par la suite, la Vierge Marie est venue vivre à Éphèse, on retrouve ici le caractère de dévotion sacrificielle dans l'aspect Mater Dolorosa, alors que la Marie d'Alexandrie transmet l'aspect de mère allaitante d'Isis. On voit donc, avec ce tour d'horizon, que les profils des divinités reflètent l'histoire ancienne de la Grèce.